Et toi? Oui, toi, qui te sens parfois dépassé. Tu crois que tu dois tout traverser seul. Te montrer vulnérable? Impossible. Tu te dis, je dois sourire, faire semblant, faire mieux, plus. Mais devine quoi? Toutes les femmes vivent des épreuves. Toi, elle, moi, personne n'est parfaite. Tu peux ressentir fort et continuer à avancer. Tu peux tomber et te relever autrement. Tu peux être fragile. Et incroyablement forte. Tu peux douter et retrouver la lumière. Tu peux parler vrai. Et déposer tes fardeaux. Ici, on lève les tabous sur la santé mentale. On transforme la honte en lumière. On apprend à être pleinement soi. On découvre que la résilience n'est pas juste tenir, c'est tomber, se relever et refleurir. Tantôt forte, tantôt fragile, toujours vivante. Bienvenue dans Deep Bloom, le podcast de maman. Tu es exactement au bon endroit. Bonne écoute. Bienvenue dans Deep Bloom. Aujourd'hui, je reçois Floriane qui est coach en régulation du système nerveux. Elle revient sur le burn-out qui a tout fait basculer pour elle et qui l'a amenée à se poser une vraie question. Comment on vit quand à l'intérieur, on se sent en insécurité sans vraiment comprendre pourquoi? On parle avec elle de système nerveux, de ce qui se passe dans le corps, de cette sensation de danger qui peut être là même quand tout semble aller bien. On vient aussi toucher quelque chose de plus subtil, tout ce qui se transmet à travers la lignée maternelle. Les injonctions, les croyances, le fait d'avoir appris à être une petite fille sage, à ne pas trop se montrer, à rester dans le silence, comme si sortir de ça pouvait être dangereux. On questionne aussi la société, le patriarcat, les normes, toutes ces attentes qui rendent les choses encore plus compliquées quand on est une femme, quand on est hypersensible et quand on est neuroatypique. Tout ce qui peut venir activer, amplifier cette sensation de danger à l'intérieur de nous et nous déréguler encore plus. Floriane nous partage aussi un autre moment clé de sa vie, la découverte de son TDAH et à quel point ça a changé sa manière de comprendre son fonctionnement, avec ce lien très fort entre neurodivergence et régulation du système nerveux. Aujourd'hui avec Floriane, on va parler du système nerveux et de comment on peut petit à petit devenir une personne beaucoup plus régulée. C'est un épisode pour toi si tu te sens retenu, si tu sens que tu n'oses pas complètement être toi-même et si tu as envie de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi. Si ça résonne avec toi, tu peux t'abonner au podcast, le partager à une femme, à une de tes amies ou simplement me laisser un message pour me dire ce que cet épisode a éveillé chez toi. Installe-toi confortablement et viens nous rejoindre. Hello! Je suis contente de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es ingénieur en sciences cognitives. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus? Sur les sciences cognitives? Ouais, en 2-3 mots ou une phrase. Effectivement, les neurosciences sont devenues très populaires sur ces dernières années, donc on connaît un peu plus. Les sciences cognitives, c'est un peu le même genre de branche. Sauf que on ne s'intéresse pas juste à la façon dont fonctionne le cerveau, on essaie notamment de la modéliser pour comprendre comment fonctionne la mémoire, le langage, les différentes fonctions cognitives, des plus simples aux plus complexes. Et on essaie concrètement, c'est un mélange de neurosciences et d'ingénierie, un peu les sciences cognitives. Ok, super intéressant. Et j'ai vu que tu étais coach pour les entrepreneurs qui ne voulaient pas, qui refusaient de se rétrécir. Je trouve ça super chouette. Je vois que tu privilégies vraiment l'expansion dans la sécurité interne, en fait, grâce à cette sécurité interne, donc la régulation du système nerveux. Est-ce que tu as envie d'en dire un petit peu plus sur toi et sur ton métier? Carrément. Alors, du coup, pour comprendre un peu
d'où je viens et où j'en suis arrivée là, parce que souvent, les métiers du coaching, c'est un peu des métiers de reconversion. La plupart des personnes, en tout cas que je connais qui sont coachs, elles ont fait quelque chose avant. Donc moi, de formation, je suis ingénieure en sciences cognitives et pour concrètement comprendre comment ça peut s'appliquer, on nous forme à ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur. Donc c'est prendre en compte l'humain et ses spécificités, notamment biologiques, dans toutes les étapes de conception d'un projet. Et donc rien que ça, déjà, c'était très intéressant. Sauf que appliquer ses connaissances et ses compétences à de l'industrie, entre guillemets, même si moi je faisais ça dans un domaine qui avait du sens, puisque c'était dans le domaine de l'informatique médicale, c'était quand même pas ce qu'il y avait de plus fun pour moi. En fait, finalement, je me suis sentie assez rétrécie au bout d'un moment là-dedans. Je trouvais que c'était trop facile de stagner dans le salariat. On n'apprenait pas assez. Parce que ce qui était valorisé, c'était le fait d'être bon dans un domaine, pas le fait d'être juste suffisamment pas bon pour continuer d'évoluer. Et du coup, tristement, comme beaucoup de monde à notre époque, j'ai fait un premier burn-out, j'ai eu un arrêt maladie de 6 mois, j'y suis retournée dans une démarche vraiment constructive. J'ai eu de la chance là-dessus avec mon équipe, ma RH, pour qu'on retrouve une façon de fonctionner qui me conviendrait mieux, parce que c'était vraiment une surcharge de travail sur ce burn-out-là. J'ai eu la chance d'avoir une RH qui était formée au coaching et qui m'a proposé, pour reprendre confiance après mon burn-out, que l'entreprise me paye du coaching. Je suis instantanément tombée amoureuse du métier. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert ce métier-là. Je suis quand même restée encore 2 ans dans cette boîte. C'était en pleine période de pandémie, etc. Donc mine de rien, être complètement en télétravail, dans un métier que je sais faire, que je maîtrise, avec des collègues que j'adore, c'était confortable dans une période d'aussi grande incertitude. Mais il n'empêche que ce burn-out et cette découverte du coaching, ça m'a ouvert la porte, notamment du coaching, mais aussi des thérapies. Ça m'a commencé à faire guérir plein de choses. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais anxieuse à l'époque, etc. Et ainsi a démarré mon chemin de guérison de ma propre anxiété. C'est comme ça que je me suis réintéressée très fort au système nerveux, sa régulation, comment moi je peux mieux comprendre le mien, mieux le réguler, l'accompagner dans tout ça, parce que j'ai pu voir à plusieurs occasions, notamment avec le burn-out, et puis jusqu'en 2021, je faisais vraiment des crises de panique. J'ai à un tel stade que j'étais limitée physiquement, c'est-à-dire je m'effondrais, je pouvais plus rien faire. En sachant tout ça, je voulais savoir comment soutenir mon corps pour qu'il traverse tout ça, parce que ça me paraissait fou d'être limité dans son propre corps, quoi, alors que en soi j'étais en bonne santé. Il y a rien d'autre à côté. C'est comme ça du coup que ma passion du système nerveux a démarré. Et puis à force de développer des protocoles et des méthodes pour moi, comme après en 2021 je suis partie en rupture conventionnelle de mon job et du coup je me suis reconvertie dans le coaching. Tout ça je l'ai assez rapidement transmis aussi à mes coachés. J'ai vu que ça marchait pas que pour moi, ça marchait pour d'autres aussi, donc j'en ai parlé de plus en plus et petit à petit ça a fini par devenir la base de tout ce que je fais, parce que j'ai pu voir que de toute façon c'était la base de toute transformation. Même biologiquement, en remettant le nez là-dedans, tout commence par, il faut qu'il y ait suffisamment de sécurité dans le corps pour qu'il puisse permettre le changement. Parce que le changement est coûteux et tout ce qui coûte au corps, il va s'assurer que ça vaut vraiment le coup. Le premier point d'entrée, c'était la sécurité, quoi. Je suis partie dans tous les sens, mais... Ouais, très bien. On va revenir. Oui, donc oui, c'est vrai que la survie, quand on est en mode survie, on ne sait pas évoluer et changer. En plus, changer, c'est sortir de sa zone de confort ou l'élargir. Et donc, ça met en stress aussi le mental, qui lui n'a pas cette habitude-là, donc il veut nous ramener à ce qu'il connaît déjà. Donc, c'est super important de connaître quel levier actionner pour arriver à cette transformation. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est réguler son système nerveux en quelques mots? Qu'est-ce que ça veut dire justement Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais commencer par ce que peut-être les personnes voient le plus un peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même devenu un sujet globalement à la mode depuis quelques années.
Quand on parle de régulation du système nerveux sur les réseaux sociaux, souvent il y a un peu deux grandes branches. La branche, c'est justement sortir de l'anxiété chronique, de la survie, etc., revenir sur un terrain plus stable, qui nous permet justement de nous poser des questions, de chercher à évoluer, etc. Parce que si on est blindé d'anxiété chronique, notre corps, il priorise où il met son énergie, et le corps a toujours raison. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi il imagine que là, on est dans un état de danger qui nécessite ça, et de lui apporter le soutien, faire évoluer ce qu'il faut dans nos programmations et nos réseaux de neurones pour qu'ils ne perçoivent plus un danger quand, de manière objective, il y en a pas. Peut-être qu'il y en a, et là c'est intéressant de se poser la question. Typiquement au travail, peut-être qu'on est aussi anxieux parce que l'environnement est réellement toxique. Et à ce moment-là, on aura beau chercher à réguler tant qu'on veut notre système nerveux, si l'environnement est réellement toxique, ou le management, ou certains collègues, la bonne solution, c'est pas de nous faire des efforts de régulation, c'est de changer d'environnement. Donc, la grande branche souvent qui est présentée sur les réseaux sociaux, c'est celle-ci. C'est recréer un terrain un peu plus flexible dans son système nerveux pour sortir de l'anxiété, sortir des crises de panique, etc. La deuxième branche hyper intéressante avec le système nerveux, dont on parle un peu moins, mais dont moi je suis hyper fan, c'est celle qui est justement mise au service de l'expansion. Et donc là, c'est toute la compréhension que on a besoin de challenge pour évoluer, pour faire grandir quoi que ce soit, pour avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux projets, des nouvelles relations, faire des nouvelles expériences à chaque fois. Quoi qu'il arrive, ça va nous challenger. Mais par contre, quand on comprend les mécanismes de son système nerveux, on peut apprendre à créer le juste niveau de challenge qui est suffisant pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous permettre de faire de nouvelles choses, mais pas suffisamment grand pour nous faire marche arrière, pleine panique, oh là là, au secours, et déclencher de l'anxiété, du stress, qui amène notre corps à penser que cette expérience est mauvaise pour nous. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'expériences, alors je mets de côté tout ce qui est objectivement des mauvaises expériences, mais juste, par exemple, prendre la parole en public devant d'un coup 1000 personnes alors qu'on l'a jamais fait, ça peut être un événement qui est littéralement traumatisant parce que c'est trop pour une première expérience. Alors que si on y va plus graduellement et que on se challenge d'abord devant 50, puis devant 200, puis devant 500, etc., créer ce juste niveau de challenge dans notre système nerveux, c'est ce qui nous permet d'évoluer le plus vite possible, en fait, parce qu'on exploite notre biologie tels les ingénieurs, quoi, finalement. Donc, ça, c'est les deux grandes catégories. Après, si tu veux, je peux rentrer dans un peu les piliers de comment ça fonctionne dans le système nerveux, parce que c'est globalement les mêmes piliers, mais juste appliqués différemment. Ok. Mais déjà, est-ce que ça, c'était clair? Dis-moi. Très clair, oui, merci. C'était super clair. Et ouais, je pense que c'est bien de pouvoir comprendre les piliers. Et si je comprends bien, aussi dans les deux branches, donc dans la deuxième branche, il faut arriver à connaître les signaux de peur et savoir à quel moment on passe à une peur qui nous challenge trop et qui est beaucoup trop importante, et savoir jauger en fait pour pas mettre en alerte le système nerveux en fait. C'est ça. Et on peut même, parce qu'il y a beaucoup d'outils de régulation qui sont dans l'instant au final, et en venant saupoudrer ça un peu tout du long, on peut aller vraiment flirter avec l'inconfort quasi trop gênant, mais en flirtant un peu autour de ces limites-là, c'est comme ça qu'on fait grandir le plus vite possible, entre guillemets, nos limites. Et l'idée, c'est pas non plus de se challenger constamment tout le temps, mais juste quand on le fait, de le faire de manière intelligente pour soutenir notre corps là-dedans. Parce que un des trucs qui est un peu dommage avec notre société actuelle, c'est qu'on a un peu perdu la connexion à notre corps, la sagesse du corps, l'écoute de ses signaux, etc. Et on a un peu tendance à chercher à forcer contre notre corps plutôt que de voir comment est-ce que je peux faire équipe avec lui pour qu'ensemble on aille dans la zone qui m'intéresse. Et c'est une des frustrations que je vois beaucoup, typiquement en coaching, des personnes qui disent mais je comprends pas pourquoi je fais pas ci, je fais pas ça, dès que je veux faire ça, mon corps il me freine, ou alors j'ai d'un coup très peur, ou j'entends dans ma tête que mon corps il me dit que, ma tête me dit que je suis trop nulle, pour qui je me prends, ce genre de réaction là. Toute ma philosophie et mon approche, c'est de comprendre que ils cherchent pas du tout à
enfin être notre ennemi, notre corps, quand il fait ça. Il réagit juste de la manière qui semble être la plus juste pour lui. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi, de devenir son allié et de dire quel danger est-ce que tu vois là à l'heure actuelle, comment est-ce que ensemble on peut traverser ça, et si de manière objective et rationnelle je vois que c'est pas un vrai danger, comment est-ce que je peux l'aider à comprendre que c'est pas un vrai danger. Ok. Et là, tu dis alors interviennent les petits outils à ce moment-là de régulation du système nerveux. Est-ce que c'est une pratique qu'on doit avoir au quotidien ou ça peut être saupoudré un peu en fonction des moments? J'adore cette question. Pour ça, il faut comprendre qu'il y a deux choses qui jouent toujours en parallèle, qui sont toujours entremêlées. Déjà, quand on utilise le terme système nerveux, c'est pas tout à fait correct parce que on n'a pas un système nerveux, on a des systèmes nerveux. On a plusieurs systèmes nerveux. On a le système nerveux central qui inclut notre cerveau, notre moelle épinière. Et puis après, on a périphérique, autonome, on en a un au niveau des intestins aussi, on en a plusieurs. Chacun a un rôle distinct et tous, ils sont toujours en train de communiquer entre eux. Et donc, notamment, il y a un des systèmes nerveux qui inclut le cerveau. Donc ça, c'est hyper important pour comprendre que corps et cerveau, c'est absolument indissociable. Ils sont en train d'interagir ensemble en mode copain-copain tout le temps, constamment, à tout instant. Quand on entend parler de système nerveux sur les réseaux, etc., c'est très souvent le système nerveux autonome dont on parle, parce que c'est lui qui gère de manière autonome les réactions de notre corps. Il gère les stimuli, il en renvoie, quoi, en gros. Mais il est en interaction avec le cerveau. De ce fait-là, ça fait qu'on a deux axes pour travailler main dans la main avec notre système nerveux. On a l'axe somatique, l'axe du corps, et l'axe cognitif, l'axe du cerveau, qui fait partie de notre système nerveux. Donc pour agrandir nos zones de confort, pour travailler main dans la main avec notre système nerveux, on a des outils somatiques et on a des outils cognitifs. Concrètement, ce qui souvent nous embête, c'est quand notre cerveau perçoit des dangers là où on aimerait qu'il n'en perçoive pas. Parce que quand il perçoit de la sécurité, en général, ça nous embête pas trop. Mais ce sera globalement souvent ça, une histoire de balance danger-sécurité. Quand il y a certains dangers, on se dit « ça m'embête qu'ils perçoivent ça ». Si je veux changer ça, j'ai effectivement deux boîtes à outils. J'ai une boîte à outils somatique où en direct, je peux venir lui envoyer moi manuellement des tas de signaux de sécurité physiologiques pour qu'il comprenne que tout va bien. Là, c'est la poule et l'œuf, on sait pas trop. C'est à la fois quand notre corps il est en sécurité, il a une réaction physiologique. Et si jamais moi, cette réaction physiologique, je la crée manuellement, ça lui envoie le signal de la sécurité. De même, si jamais, quand mon corps il sent en danger, il a aussi une réponse physiologique. Si moi, manuellement, je crée cette réponse physiologique, je vais assez rapidement me sentir pas bien et avoir l'impression d'être en danger. Un exemple, c'est l'hyperventilation. Si je fais de l'hyperventilation pendant quelques temps là, je vais voir que d'un coup, je vais me sentir un peu stressée. Parce que c'est une réaction de stress. Donc là, c'est assez... sans même devenir un expert, pour tous les outils somatiques, on peut assez facilement se construire sa propre petite boîte à outils en se demandant, quand je me sens bien, comment est-ce que je vois que mon corps y réagit? Donc souvent, je suis détendue, j'ai les épaules détendues, j'ai les muscles du visage détendus, je respire lentement et de manière régulière, c'est plutôt un état d'esprit de curiosité, etc. Et du coup ça, si je vois que je commence à stresser et que je veux indiquer à mon corps mais tout va bien parce que je sais pas spécialement ce qui me met en stress, si je prends le temps de faire des longues expirations, de chercher à détendre mes épaules, de typiquement faire des gestes rassurants, donc se faire un autocâlin, se frotter les cuisses ou des choses comme ça, je bénéficie de ce double truc de entre est-ce que c'est lui qui a déclenché ça ou c'est moi, en fait on est la même personne, donc sur les petits triggers ça peut bien marcher. Après c'est toujours une histoire d'avoir des signaux de sécurité à intensité équivalente aux signaux de danger. Donc si jamais là c'est un gros danger qui se présente, faire 3 longues expirations potentiellement ça va peut-être pas suffire. Et puis de toute façon le but de tout ça c'est de soutenir son corps, pas de le forcer à se remettre plus vite. On n'est pas là pour être dans le contrôle mais dans le soutien. Du coup parfois quand c'est un gros trigger c'est une bonne chose aussi de vivre l'intensité qui vient et puis après on l'aide dans sa redescente, etc.
Un outil qui est formidable pour la régulation, c'est la co-régulation. C'est d'avoir un autre être humain qui nous aide aussi à nous apaiser. Ça, c'est pour la partie un peu somatique en 2 mots. La partie cognitive, donc là, ce qui est hyper intéressant de comprendre, c'est que comme toutes ces informations interagissent tout ensemble, ça va être une information, donc un signal électrique qui envoie danger ou sécurité au système, au pluriel système nerveux. Et cette information électrique, elle peut être créée par ma tête aussi. Okay. Et quoi qu'il arrive, toutes les informations qui viennent de l'extérieur, elles sont interprétées par mon corps et mon système nerveux. Et c'est l'interprétation qui déclenche ensuite un trigger. On va pas tous réagir de la même manière quand une guêpe nous tourne autour. Donc c'est pas l'information brute, il y a une guêpe qui va nous trigger, qui va nous déclencher. C'est l'interprétation que mon corps, mon système nerveux, mon cerveau fait de l'information, il y a une guêpe. Et ça, c'est vrai pour à peu près tout. Après, il y a des signaux de danger qui sont un peu universels parce que on nous a appris que effectivement c'était un danger. Et pour tout un tas de certains, c'est vraiment le cas. Donc on veut pas changer ça. Par exemple, un klaxon de voiture, de manière générale, on l'entend pas dans un contexte où tout va bien. Mais c'est une bonne chose. On veut garder l'information que c'est un danger. Parce que du coup, tac, ça nous met en alerte. Parce que le système nerveux, c'est pas que juste ça nous embête, c'est aussi ça focalise d'un coup l'attention sur le danger, et il y a plein de situations où on a besoin d'être très focalisé. Donc là, on n'a plus trop de vision périphérique, on pense qu'à ça, etc. Et donc quand c'est un klaxon de voiture, c'est génial. Quand c'est je vais faire ma première story sur Instagram, c'est plus embêtant. Mais c'est pour ça que c'est toujours hyper contextuel et subjectif. Et du coup, de ce fait-là, pour la partie cognitive, il y a tout un travail à faire aussi sur le fait de réapprendre à notre cerveau, à notre système, que certains déclencheurs de danger n'en sont pas. Okay. Et très souvent, l'écrasante majorité, si ce n'est tout, nos triggers ont été appris, soit par l'expérience, soit par la transmission. Donc si, depuis que je suis petite, on me dit sois sage, sois discrète, bouge pas trop, non, fais pas de bruit, etc., peut-être que quand je vais vouloir lancer une communauté sur Instagram ou me mettre à faire des live Twitch parce que ça a l'air fun, je me dis ah oui, mais du coup si je suis visible par beaucoup de monde, je suis pas petite, sage et discrète, donc pas ouf. Mais en fait cette information-là, on peut la reprogrammer parce que on a la chance d'avoir un cerveau qui est plastique et surtout on sait maintenant plutôt bien la manière dont les croyances et triggers sont engrammés dans notre cerveau. On sait que grosso modo il y a 3 grandes composantes qui agissent là-dessus. Il y a la répétition. Je me brosse les dents tous les jours, donc maintenant c'est normal pour moi de me brosser les dents. Si je me brosse pas les dents, ça va me paraître bizarre, il va manquer un truc. Parce que, et ensuite je donne les 2 autres, pour comprendre pourquoi ça paraît bizarre, parce que notre cerveau est prédictif. Tout le but de notre cerveau, c'est d'essayer d'anticiper au maximum tout ce qui va se passer, parce que ça lui permet de faire des économies d'énergie. Et lui, il est là pour qu'on survive. Donc, il est là pour économiser son énergie. C'est pour ça que quand on a l'habitude de se brosser les dents 3 fois par jour, si à un soir, on a une soirée, on va dormir chez quelqu'un, on a oublié notre brosse à dents, comme notre cerveau, lui, il fait la prédiction que c'est le soir, on va se brosser les dents, il va envoyer un signal de là, il y a un truc bizarre. La prédiction, elle marche pas avec ce qui est en train de se passer. Pour les triggers, c'est pareil, du coup, pour beaucoup de triggers. Donc, il y a la répétition. Il y a l'émotionnel. Si jamais j'ai vécu une émotion forte lors d'une expérience, qu'elle soit très joyeuse ou cata, ça va venir engrammer une nouvelle prédiction. Parce que, justement, si jamais, quand je vis ce truc-là, ça déclenche une grande émotion, mon cerveau, il va dire « Ah, attention, il se passe vraiment un truc quand il y a ça, que ce soit positif ou non. » Et du coup, il va venir engrammer ça égale cette émotion. C'est pour ça que si jamais, quand on était au collège, on a été traumatisé par le fait de prendre la parole devant toute la classe, ça on l'a vraiment mal vécu parce que on a donné une réponse, la classe s'est moquée et du coup on s'est dit oh là là, dès que je prends la parole, tout le monde se moque de moi. Et ben maintenant, quand je vais vouloir prendre la parole pour porter mon message, mon cerveau il va faire la prédiction que mais attention, les gens ils rigolent quand tu parles, donc du coup il va chercher à nous empêcher de faire ça. Du coup, pour ça, il déclenche des signaux de stress qui permettent de venir prioriser la survie. Le deuxième truc. Et le troisième, c'est la sécurité. Si jamais j'ai démontré encore et encore et encore que
quand je fais ça, je suis dans un environnement de sécurité. Il a aucune raison de prédire que ce ne sera pas, et du coup, ça permet aussi de reprogrammer dans ce cadre-là. Et en général, du coup, quand on agit sur le système nerveux, donc c'est typiquement ce qu'on fait en coaching, on joue sur ces 3 points-là. On encourage la mise en place d'habitudes, on va reprogrammer dans les cerveaux les expériences émotionnelles qui nous freinent aujourd'hui, et puis on apprend à faire de la sécurité pour que tout ça se passe dans un contexte qui encourage un maximum le cerveau à se dire on peut dédier de l'énergie à ça parce que tout va bien, etc. C'était très long, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était clair? C'était très clair. Oui, je sais pas si tu as répondu totalement à la question de est-ce que ça doit être une habitude quotidienne ou j'ai l'impression que oui, parce que comme on va reprogrammer, c'est important d'avoir une constance. Du coup, comme tu vois, ça se joue dans la répétition et l'émotionnel, en fait, on peut jouer sur les 2 tableaux. Le plus important, le plus essentiel, ça va être d'avoir des bonnes micro-habitudes du quotidien, parce qu'en plus, c'est ce qui envoie le plus fort signal que tout va bien à notre corps. Si à intervalles hyper réguliers, on lui envoie le signal que tout va bien, on est safe, on est en sécurité, etc., ça va contribuer le plus vite possible à installer que, ok, en fait, maintenant tout va bien et on est en sécurité. Mais à côté de ça, on peut aussi se créer des expériences plus ponctuelles, plus intenses, où on va aller faire de la reprogrammation sur un point précis, etc. C'est typiquement ce qu'on va faire en coaching. On prend 1 heure et puis tac, on vient mettre le bazar dans tout ce qui embête autour de l'objectif. Et puis touc, ça déclenche les reprogrammations. Et si en plus il y a bien les habitudes derrière ancrées de sécurité tous les jours, et ben ça favorise le fait de reprogrammer. Okay. Et on peut vraiment jouer sur les 2 tableaux. Mais moi je suis quand même d'autant plus du coup avec la neuroatypie et le TDAH, tu vois, moi je sais que j'ai besoin que ce soit simple et que je puisse externaliser la prise de décision. Le fait d'en faire des micro-réflexes du quotidien, d'un point de vue charge mentale, c'est rien. C'est juste, je dis juste, ça prend du temps, hein. Moi, ça m'a pris des mois avant d'arriver à ce stade-là. Après, je partais très loin. Mais c'est juste, entre guillemets, des nouvelles associations. En fait, on rajoute des micro-actions après des déclencheurs. Donc, quand je sens que mon corps, il m'envoie ce signal-là, je me sens comme ça, je fais cette toute petite action-là. C'est des toutes petites actions. Moi, j'insiste souvent là-dessus, sur le fait que c'est l'affaire de 30 secondes à 2 minutes pour bien indiquer à la partie du cerveau qui va résister. Ça prend pas longtemps, donc on n'a pas de raison de pas le faire. Parce que dans 24 heures, on a tous 8 fois 30 secondes. Du coup, ouais, moi, je suis très partisane de la régulation du système nerveux. C'est beaucoup plus une histoire de petites actions du quotidien. Et par contre, derrière, l'expansion, sans aller challenger plus fort, ça sera plus compliqué, ou en tout cas plus lent. Mais ça dépend des objectifs de chacun. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une expansion fulgurante. Donc ça se modélise en fonction de à quel point j'ai envie d'avancer vite en fonction de mes objectifs et de mes priorités du moment. Et concrètement, par rapport à l'impact, justement, donc tu parles de cette expansion qui peut venir quand on est régulé et en sécurité et qu'on déconstruit un peu les croyances qui nous limitent finalement. On peut voir d'autres effets dans cette régulation du système nerveux au quotidien. D'autres effets, c'est-à-dire, est-ce que tu peux me Qu'est-ce que ça peut nous apporter justement d'être régulé finalement au quotidien Alors, c'est moi qui l'ai pas dit, mais du coup je le reprécise au cas où. Donc, tout l'enjeu au final de comprendre comment réguler son système nerveux, c'est d'avoir un système nerveux souple et résilient. Et un système nerveux qui est sain, entre guillemets, qui est résilient, n'est pas toujours dans un état régulé. L'objectif d'avoir un système nerveux résilient, c'est de lui réapprendre qu'on est capable de revenir dans un état de sécurité le plus vite possible. Donc c'est plus une histoire de toute façon, je peux pas anticiper que je vais être trigger et stressée par plein de choses, notamment si ne serait-ce que je veux faire des choses dans ma vie, ou même juste si j'ai des enfants. Oui. Rien que ça. En fait, c'est important. Voilà, c'est
À partir du moment où on vit en communauté, il y a d'autres êtres humains, on vit quand même dans une planète qui est très instable, où il se passe plein de choses, où il y a beaucoup d'enjeux très stressants actuellement. Donc en fait, je peux pas savoir quand ni quoi va me déclencher. Par contre, je peux gagner confiance en le fait que je saurai accompagner mon corps dans le fait de revenir dans un état de sécurité. Et l'état de sécurité, c'est pas un état où on va se mettre à nier, bisounours, nier, non, il n'y a pas de problème, non. C'est un état où on a accès à notre pleine puissance biologique. En gros, c'est ça. C'est comme on a plus de signaux de sécurité que de danger captés autour de nous et en nous, parce qu'on a des capteurs des sens qui sont tournés vers l'extérieur mais aussi vers l'intérieur, et aussi tournés vers les autres êtres humains. Comme je capte plus de sécurité, mon corps estime que il peut envoyer de l'énergie à toutes mes fonctions biologiques. Si jamais il capte plus de danger, il va prioriser mes fonctions biologiques. Et celles qu'il va prioriser, ça va être celles qui sont nécessaires pour que mon corps vive. Et typiquement, ça va pas être mes fonctions cognitives dites complexes. Donc, toute la partie du cerveau, cortex préfrontal, qui permet de rationaliser, d'être pragmatique, de se projeter sur le long terme, d'avoir de la réflexion complexe, de la résolution de problèmes complexes, etc. On n'y a plus accès quand on est trop stressé. Donc rien que ça, réapprendre à revenir dans des états de sécurité, gagner cette confiance-là, ça nous permet, quand on a besoin d'avoir ces fonctions-là, de savoir y revenir pour réfléchir. Donc ça évite de faire des décisions compulsives, de ne jamais stratégiser ses choix si on est entrepreneur par exemple, ou même dans le salariat, on a souvent besoin quand même, on a des responsabilités, donc on a besoin de prendre des décisions qui sont à objectif long terme, pas forcément court terme. Cette vision moyen-long terme, on peut pas l'avoir si jamais notre système nerveux il est trop stressé. Parce que la sécurité, la survie, c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Donc rien que ça, pour pouvoir se projeter long terme et vraiment réfléchir, on a besoin d'avoir un système nerveux qui est suffisamment en sécurité. En plus de ça, il n'y a que, entre guillemets, dans cet état de sécurité-là, qu'on est capable de vraiment connecter avec les autres êtres humains. Parce que pareil, ce qui nous permet d'avoir le sens de connexion avec l'autre, c'est pas de la survie instantanée. Un peu quand même, parce qu'on est des animaux sociaux, donc on ne devient pas complètement associable quand on est trop stressé, mais par contre on est beaucoup plus sur le qui-vif et un peu plus individualiste aussi. C'est plus difficile de demander. Ce qui est terrible, c'est que quand on est très stressé, quand on est dans un état de survie, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, de demander de l'aide à l'autre, alors que c'est potentiellement ce dont on a le plus besoin. Et en tout cas, c'est dans cet état plus régulier qu'on est le plus capable d'aller demander de l'aide et aussi d'apporter de l'aide à l'autre. C'est dans ces états aussi de sécurité qu'on est capable d'être curieux, qu'on est capable de se reposer, vraiment, d'avoir un bon sommeil, d'avoir une peau qui cicatrise bien, d'avoir une bonne digestion, parce que pareil, tout ça, avoir la peau qui cicatrise correctement quand on est en mode survie, c'est pas la priorité. Dormir correctement, pas tout à fait non plus. La digestion, on l'a fait expéditive parce que c'est très coûteux la digestion en énergie, donc on l'expédie, ça nous permet de revenir à la survie. Donc en fait, c'est d'un point de vue biologique, pour être en bonne santé, c'est nécessaire. Ça, de plus en plus, la science, elle le démontre. Le stress fait partie des facteurs les plus impactants sur la santé. Et c'est un facteur aggravant fort pour les différents problèmes de santé. Pour le social, l'impact, il est énorme aussi. Je sais que dans ces époques de vie où moi, j'étais extrêmement anxieuse et stressée, mais j'ai une reconnaissance infinie pour mes amis d'être restés à mes côtés dans ces périodes-là, parce que concrètement, c'est malgré nous, mais on est beaucoup plus insupportable, parce qu'on est trigger très facilement, et quand on est trigger, on réagit de manière vive, on est facilement en colère, on est facilement frustré, facilement susceptible, etc. Et on n'y peut rien, c'est notre système nerveux qui est en qui-vive. Et il n'empêche que sur le long terme, c'est un facteur d'isolement social aussi. Et c'est terrible parce que biologiquement, ils y peuvent pas forcément grand-chose. Enfin, on n'y peut pas forcément grand-chose. Par contre, savoir que c'est ça, ça nous permet de pleinement prendre la responsabilité et d'avancer plus vite dans un état qui nous permettra à nouveau d'être nous-mêmes, sympa et plein d'humour, quoi. Et de s'accomplir et de se réaliser parce qu'on aura tout le loisir de penser à ça. Exactement. Et
dernier point là-dessus sur l'impact que ça a au quotidien. On l'a très rapidement mentionné du côté des enfants. Quand on est même enceinte et sur les premières années de vie de nos enfants, les tout petits n'ont pas encore leur corps qui ont développé les fonctions d'autorégulation du système nerveux. Donc pendant les premières années de vie, c'est le gardien principal de l'enfant qui va co-réguler le système nerveux de son enfant. Donc quand mon enfant est tout bébé, c'est moi en ayant un système nerveux régulé que je vais lui permettre lui d'avoir un système nerveux régulé. Et le système nerveux régulé, on l'a vu, c'est ce qui permet la curiosité, l'expansion et du coup c'est ce qui va permettre d'apprendre à l'enfant que explorer le monde est quelque chose de safe. Si jamais moi, en tant que maman ou papa ou parent, je suis trop stressée tout le temps et que du coup je suis dans une forme de dérégulation chronique, malgré moi, je vais transmettre à mon enfant le signal que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier. Et il va commencer à grandir avec un système nerveux dérégulé. Alors attention, l'intention c'est absolument pas de blâmer les parents. Chacun fait comme il peut avec ses moyens. Et bien évidemment, en plus, c'est absolument pas une fatalité, parce que justement, le système nerveux est résilient, le cerveau est plastique. Et il y aura tellement d'autres expériences ensuite dans l'enfance et même la vie adulte, et puis il y aura l'accès à la thérapie, ça sera formidable. Et il s'en remettra. Mais il n'empêche que je trouve que moi, c'est un des privilèges invisibles les plus forts que de grandir avec un système nerveux le plus régulé possible grâce au contexte familial. Et donc je sais que c'est alors moi je suis pas maman, mais je sais que si je venais à le devenir, c'est quelque chose duquel je serais très attentive pour justement au maximum donner cette chance-là à mes enfants. Ouais, ça me fait rebondir sur ton parcours justement, c'est toute cette guérison que tu trouves importante autour du lien à la maman, quelle que soit la relation qu'on a avec elle. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Là, tu viens déjà un peu d'aborder le sujet. Mais du coup, maintenant qu'on connaît cette mécanique-là, quand on sait que sur nos premières années de vie, notre système nerveux se calque à celui de nos gardiens, ça veut dire que dans une période où on n'est même pas encore capable de parler, donc on est en préverbal, on intègre déjà à un niveau physique profond toutes les limitations que nos parents perçoivent dans le monde. Et du coup, si jamais on a des parents qui sont chroniquement dérégulés ou absents ou très anxieux, qui en tout cas n'arrivent pas à nous transmettre une forme de maturité émotionnelle ou de régulation ou de stabilité, et ben ça nous crée des tas de freins adultes qui peuvent être très compliqués à venir dégoter, parce que comme ça a été inscrit dans du préverbal, on n'est pas capable de mettre des mots dessus. Du coup, c'est là que ça va être hyper intéressant d'aller observer tout ce en quoi on s'observe être loyal du côté de notre lignée familiale. Parce que c'est beaucoup ça, du coup, c'est on intègre, ok, faire partie de cette lignée, c'est quoi? En venant copier-coller le système nerveux du gardien. Bien évidemment, après, on a nos propres expériences, donc il y a des choses qui vont bouger. On n'est pas un pur copier-coller de nos parents, mais il n'empêche qu'il y a des tas de limitations, de perceptions qu'on prend à cet âge-là, et qui, adultes, se révèlent dans nos expériences. On observe qu'on a ça, mais on comprend pas toujours pourquoi on s'impose ça. Donc d'aller regarder du côté du système nerveux, c'est aussi potentiellement se permettre d'aller regarder qu'est-ce qu'on a appris à ce niveau-là, puis on rajoute en plus... on sait aujourd'hui, par exemple, que je crois que c'était une étude en Suisse qui avait démontré que si on avait un arrière parent qui avait vécu un gros trauma, on trouvait encore des traces dans notre ADN, dans notre sang, de ces traumas-là. Donc on sait qu'en plus, au-delà de juste le conditionnement système nerveux, il y a des choses qui se transmettent littéralement dans la lignée. Pour autant, encore une fois, on est plastique. Et on a aussi l'épigénétique qui est de notre côté. Donc il y a une partie qui est fixe, nos gènes ils sont là. La façon dont ils s'expriment, par contre, c'est quelque chose qui peut faire un peu évoluer. Donc se questionner sur quel type de loyauté j'ai intégré, etc. Sachant qu'en plus on est des animaux sociaux,
Et les deux plus grands dangers qui vont venir déclencher notre système nerveux, c'est bien évidemment le danger de mort et le danger de rejet social. Parce que le rejet social, être rejeté du groupe, c'est être isolé socialement, et il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'évolution du cerveau, ça fait pas très longtemps qu'on vit dans une société un peu individualiste où si on est tout seul, on meurt pas. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, t'étais rejeté du village, t'étais quand même sacrément dans la mouise pour survivre. Donc le rejet social, c'est vraiment intégré comme quasiment au même niveau que le danger de mort dans nos corps pour nous. C'est pour ça qu'on est aussi sensible au regard des autres, au rejet des autres. Parce que encore aujourd'hui dans nos gènes, c'est un réel danger. Ok. Tu rajoutes à ça en plus toutes les conditions de la femme ou plein d'autres choses qui sont très dangereuses pour notre survie. Et que il y a moins de 100 ans que ça, on n'avait même pas le droit de voter. C'est-à-dire que nos grands-mères ont connu une époque où elles n'avaient pas le droit de voter. Bon bah toutes ces croyances-là, c'est-à-dire que nos mères ont été élevées par une femme qui avait intégré le fait que sa parole ne comptait pas à l'échelle de la société. Donc paf, notre maman elle intègre ça dans son système nerveux. Elle c'est bon, elle a le droit de voter, mais c'est quand même très récent. Et l'information, si c'est ma parole ne compte pas, potentiellement, elle est quand même toujours là. Donc, hop, elle nous la transmet. Et ça va s'exprimer différemment, mais ça va continuer de s'exprimer. Jusqu'à ce que on fasse ce travail de briser les chaînes. Et plus ou moins volontairement, chacune à sa génération, chaque femme va briser des chaînes. Maintenant, ce qui est formidable, c'est de savoir qu'on a la main pour accentuer ce travail-là, être encore plus une briseuse de chaînes. Mais ça, c'est souvent en plus quelque chose qui va faire beaucoup de bien aux lignées au-dessus. Donc si on a encore nos mamans, nos grands-mères, nous faire le taf, ça les libère elles aussi, parce que ça leur démontre qu'un autre chemin est possible. Là où elles, peut-être, avec leur histoire, elles se l'étaient pas permis. Voir la fille le faire, alors malheureusement ça peut emmener à deux réactions, soit du rejet de elle renie la lignée, soit de la libération et du lien, mais ça, malheureusement on maîtrise pas 100% de la relation, donc Ouais, tout à fait. chacun fait son 50%, quoi. Et justement, tu parlais de quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est de ce qui est transmis des mères aux filles par la société patriarcale finalement, et qu'on a cette chance de ne plus être dans une survie comme avant, comme tu expliques, avec des guerres, avec plus de droits. Est-ce que tu veux bien un peu expliquer ta pensée? Ça, moi, ça me fascine. Après, on est quand même aussi un peu dans le domaine de la sociologie, etc. Donc, c'est des choses qui sont très discutées. On est plus dans la vérité scientifique, mais en tout cas, pour ces démarches personnelles et même vivre en société, c'est des réflexions que je trouve moi fascinantes, et notamment, mine de rien, se questionner sur la place de la femme en société, trouver sa propre place en société quand on est une femme. Bah, je trouve ça, je trouve que c'est un angle en tout cas qui est hyper intéressant. Et du coup, de ce que moi j'ai pu expérimenter, observer, m'éduquer, il y a deux mythes que je trouve géniaux à comprendre. La première chose à comprendre, c'est que mine de rien, pour placer la femme dans une certaine place qui est la place de mère, et notamment pour contrôler la femme, la société patriarcale, justement, glorifie la place de mère. C'est un moyen de s'assurer qu'elles prennent pas trop de place, les femmes aussi, parce que être mère, c'est un job à temps plein. Donc si on glorifie le fait que c'est trop bien d'être mère, vous êtes génial, etc. Alors attention, on glorifie dans la place qu'on leur demande de prendre, mais on les blâme si elles la prennent pas, cette place. Donc c'est pas quelque chose qui est encouragé de manière positive, c'est quelque chose qui est imposé via la répression et l'oppression, hein. Mais il n'empêche que il y a cette espèce de système de l'objectif de la femme, c'est de devenir femme, de devenir mère. Et ça, on le voit beaucoup dans les clichés que les personnes qui sont potentiellement pas trop questionnées sur ça vont sortir, que mais une femme, si elle fait pas d'enfant, elle passe à côté de sa vie, biologiquement c'est leur rôle, nanana. Donc ça, c'est les conditionnements qui permettent de voir que le patriarcat bénéficie du fait que les femmes deviennent mères et prennent cette place-là. Donc
on élève un peu dans une espèce de statut sain, sacré en tout cas, le fait que les femmes deviennent mères. Et puis pour s'assurer de bien continuer de contrôler les femmes, pour que il y ait de l'ordre et qu'elles se rebellent pas trop, en parallèle de cette mère sacrée, on va créer le mythe de la fille ingrate. Si la fille, elle se rebelle face à ça, et que du coup elle ne veut pas suivre la ligne et devenir une mère, mais on va la taguer de fille ingrate, et il y a des espèces de conditionnements qui sont mis en place où le patriarcat va conditionner la mère à ce qu'elle maintienne la fille en ordre. Et si jamais la fille se rebelle contre ça, on va pas se dire que c'est qu'elle se rebelle d'un système oppressif patriarcal, on va dire qu'elle se rebelle contre sa mère et donc c'est une fille ingrate. Donc là, il y a tout un tas de phrases toutes faites qui sont très représentatives de on doit le respect à sa mère, on doit l'obéissance, on doit l'écouter. Il y a rien de plus sacré que le lien mère-fille, etc. Et je dis pas que c'est faux. J'ai juste que on est tous des humains imparfaits. Tous les liens mère-fille ne sont pas géniaux. Certaines mères sont toxiques, certaines filles sont toxiques aussi. Il y a pas de généralité au final, c'est quasiment que du cas par cas parce qu'on est des humains. Mais par contre, cette société oppressive, ce fonctionnement oppressif patriarcal va venir créer des vérités absolues indépendantes de la responsabilité individuelle pour maintenir l'ordre dans les femmes et les maintenir à leur place. Et donc éviter qu'elles s'expansent. Je sais pas si ça se dit. Et éviter qu'elles viennent prendre trop de place parce que les trucs fun, on les garde pour les hommes. Parce que c'est eux qui ont le leadership. Enfin, c'est bien connu. Oui, donc d'où pour toi c'est vraiment important d'accompagner les femmes finalement à reprendre un peu ce pouvoir sur leur vie. C'est pour ça que toi tu as axé ça plus vers les femmes, tes accompagnants, tes coachings. Ouais, complètement. Puis le fait d'observer dans ma propre lignée l'émancipation de plus en plus qui se fait, de plus en plus de liberté, de génération en génération, ça donne envie de continuer, de le faire encore plus, même si parfois ça crée beaucoup d'incompréhension dans la relation mère-fille, mais il n'empêche que moi je pars du principe que si on fait tout pour être soi heureux dans sa vie, a priori c'est censé bonifier nos relations. Alors parfois ça fait passer par des tempêtes, mais quand même sur le long terme ça ne peut qu'être une bonne chose. Et oui, quand je vois à quel point moi ça m'a libérée d'aller comprendre ces mécanismes-là et de venir libérer des loyautés qui s'étaient transmises de femme en femme dans ma lignée, c'est-à-dire que il y a d'abord eu le travail système nerveux pour créer assez de sécurité, et ensuite moi je me suis rendu compte que l'écrasante majorité de mes triggers, ils étaient issus de ce genre de conditionnement-là. Et ça de toutes les coachées que j'ai pu avoir, donc ça fait plus de 3 ans que je coach, des dizaines et des dizaines de femmes que j'ai eues en coaching individuel, donc des coachings profonds, en fait on y revient toujours parce que c'est très récent qu'on ait autant de liberté. Donc bien évidemment que c'est pas encore profondément ancré qu'on a ces droits-là. Et en plus de ça, le système oppressif, il bénéficie trop du fait qu'on doute. Du coup, il y a rien qui est mis en place pour qu'on gagne en autonomie, en sécurité, en confiance, en audace. Il y a rien qui est mis en place pour tout ça. C'est malheureusement à nous de faire le taf. C'est injuste, mais il n'empêche que actuellement, c'est le seul moyen. Donc, on se retouche les manches et plus on le fait, plus on devient des exemples pour les petites filles actuelles qui verront que c'est plus facile et ce sera de plus en plus facile de génération en génération. Oui, on s'affranchit de plus en plus et les triggers ne sont plus du tout les mêmes. Et on arrive du coup à avancer en choisissant notre vie avec beaucoup plus en se connaissant mieux et en allant vers qui on est vraiment finalement. Au-delà des injonctions, dans une certaine paix avec soi-même et complètement. Un exemple assez explicite. Nos grands-mères ou arrière-grand-mères, ça dépendra après des générations de chacun, mais c'était déjà génial si elles pouvaient avoir un travail, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas autorisées à travailler. Nos mères, ou pareil, mères, grand-mères, en fonction des générations,
Elle pouvait avoir un travail, mais par contre, du coup, on n'était pas trop exigeante et on bougeait pas. On essayait de rester globalement stable, d'avoir une carrière, si on pouvait faire toute sa vie dans la même boîte, c'était bien, etc. Nos générations là et celle en dessous, on se reconvertit, on se pose des questions, on cherche à s'accomplir, on reprend des études. Et ça, c'est une liberté qui paraît surréelle pour nos grands-mères. Mais c'est devenu notre réalité actuellement. Mais par contre, c'est pas engrammé que c'est normal. Là où les hommes, ça fait bien longtemps que c'est engrammé que c'est normal. Parce qu'ils ont toujours eu cette permission. Donc, alors, je dis les hommes de manière générale, bien évidemment, il y a aussi la notion de classe sociale à prendre en compte. C'est plus complexe que ça. Mais il n'empêche que si on schématise et qu'on fait un peu simple, un peu quelle que soit la classe sociale quand même, les hommes sont plus privilégiés que les femmes, ça reste une réalité à l'heure actuelle. Et il y a d'autres privilèges qui vont entrer en compte en fonction de la classe sociale. Là aussi, qui va rajouter des surcouches de conditionnement, du coup de déclencheurs, oulala, mais attention, si tu chercheras à reconvertir, tu vas perdre ça, tu sais pas ce que t'as gagné, etc. Par exemple, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y a eu un troisième moment dans ta vie où tu as eu récemment même ce diagnostic de TDAH, c'est ça? H aussi. Oui. Et tu as repris tu as retracé toute ta vie et tu as revu ta vie sous un autre prisme finalement. Est-ce que tu veux bien en parler et du lien aussi que tu as découvert entre TDAH et système nerveux dérégulé? Carrément. Bah là, d'un point de vue un peu de timeline, j'avais découvert la notion d'hypersensibilité il y a longtemps, je pense en 2017, un truc comme ça, il y a plus de 10 ans. Et ça m'avait déjà un peu soulagée de voir qu'il y avait des personnes qui étaient, comme moi, sentiment d'être plus sensibles. Mais à l'époque, j'avais un peu réprimé ça en me disant qui suis-je pour penser que je suis plus sensible que les autres alors que je suis pas dans leur corps? En fait, est-ce que l'hypersensibilité, ça existe vraiment ou juste on a le sentiment d'être plus sensible que les autres, mais on n'en sait rien? Donc à l'époque, au début, j'avais été soulagée, puis je me suis dit, ça me paraît bizarre quand même. Bien des années plus tard finalement, puisque il y a eu tout un parcours où il y a peut-être bien 4 ou 5 ans, j'avais commencé à voir une psychonutritionniste parce que depuis que je suis mais vraiment enfant, d'aussi loin que j'ai des souvenirs, donc depuis toujours pour moi, j'ai eu un rapport très compliqué à la nourriture. Et notamment de toute petite jusqu'à très très récemment, je faisais ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. Et j'avais d'autres phobies alimentaires. Donc c'est goûter un aliment que je connaissais pas, c'était physiquement impossible pour moi. Si on me forçait, qu'on me mettait dans la bouche, mon corps il me faisait vomir. Enfin vraiment c'était impossible. Et puis j'avais des phobies alimentaires. Donc la catégorie par exemple des légumes verts, c'était vraiment mais comme c'est quelque chose qui est assez commun chez les enfants, qui souvent se résorbe en grandissant. Moi non. Notamment parce que enfant, malheureusement, alors je blâme absolument personne de mon enfance parce que on n'était pas du tout aussi éduqués à l'époque. Donc les adultes de mon entourage quand j'étais enfant, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les connaissances et les outils qu'ils avaient. Mais du coup, malheureusement, comme c'était compliqué pour les adultes autour de moi parce que j'aimais rien manger et que ça devait être très frustrant, ils ont été en fait, toute mon enfance, j'ai entendu que j'étais difficile à nourrir, que j'étais chiante, que j'étais pénible. C'était moi qui étais compliquée, plutôt que cette démarche de curiosité de quand même c'est étrange, pourquoi tout lui fait peur, pourquoi elle pleure à l'idée de manger une framboise, c'est quand même bizarre, non? Ce qui est une vraie histoire. Et j'ai même fait une crise de panique à l'idée de manger une gaufre quand j'avais 8 ans. Donc c'était même pas que des légumes, c'était juste les nouveaux aliments. Et du coup, une fois adulte avec mon propre argent et mon libre arbitre, j'ai décidé d'aller voir une psychonutritionniste. Et c'est elle, en fait, qui m'a mis sur la piste de tout ce parcours-là, puisque en faisant toute notre démarche pour m'aider à apaiser ma relation à la nourriture, elle a fini un jour par me dire j'ai quand même personne d'autre, Floriane, qui a la bouche brûlée si elle mange trop de chips. Je pense que tu as une hypersensibilité sensorielle. Moi, c'est pas mon job. Donc, je t'encourage à aller voir quelqu'un dans ce job. Il y a des professionnels pour ça. Et je pense que ça serait bien que tu ailles voir ça avant qu'on continue notre travail ensemble. Et du coup, il se trouve que, comme je m'étais déjà questionnée sur l'hypersensibilité, et que je suis une scientifique de formation, donc j'étais allée regarder du côté de la science, j'avais vu que,
en fait, actuellement, la science, elle n'a pas encore convergé sur ces notions-là. Donc, ça veut pas dire qu'il y a rien. On sait qu'il y a des choses, mais on n'a pas suffisamment compris comment ça marche pour arriver à des théories ou même à des diagnostics. Donc, actuellement, il n'existe pas encore de diagnostic pleinement reconnu par la communauté scientifique autour de l'hypersensibilité. Mais je savais néanmoins que le professionnel qui serait probablement le plus éduqué pour en parler, ce serait un neuropsychologue. Donc, je suis allée voir un neuropsychologue. Et quand on a fait notre travail d'anamnèse, de voir qu'est-ce qui m'embêtait le plus dans ma vie actuellement, etc., vu l'époque où c'était, on a décidé de... bon, il m'a dit que pour l'hypersensibilité, il me dit malheureusement, c'était une hypersensibilité sensorielle, on peut rien y faire. On peut voir en quoi ça t'embête et essayer d'adopter des stratégies d'adaptation autour de ça, mais en fait, si juste t'as la bouche brûlée quand tu manges trop de chips, tu peux rien faire d'autre que manger moins de chips, en fait. Et il a pas tort. Ouais. Mais ça nous a permis de mettre le doigt sur le fait que j'étais très anxieuse à l'époque, donc on a commencé à travailler ensemble autour de l'anxiété, ce qui coïncide au moment où je me suis beaucoup éduquée autour du système nerveux. Lui-même, il m'a fait beaucoup de psychoéducation, c'était formidable. Et puis, l'an dernier, en octobre, je suis abonnée à une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho, qui est une revue écrite par des psychologues, neuroscientifiques, etc., qui cite très bien ses sources. Donc, quand on aime bien un peu la rigueur scientifique, il est vraiment chouette. Et il parle de grands sujets humains. Donc, elle est vraiment formidable, cette revue, je l'adore. Et ils ont fait une édition sur le TDAH. Et je me suis dit, depuis le temps que je voulais me documenter sur ce trouble, parce que je le vois partout sur les réseaux. Mais je sais que sur les réseaux, il y a toujours à boire et à manger. Je suis contente, je vais enfin avoir des données sérieuses sur le TDAH. Donc je m'empresse de l'ouvrir pour voir le dossier. Et il y avait ce qu'on appelle le questionnaire semi-dirigé, qui est un petit quiz en 18 affirmations officielles, créées par l'OMS, etc., par des psychiatres de l'OMS, qui permet de faire une première auto-évaluation pour voir si on présente ou non certains symptômes du TDAH de l'adulte. Il y a 18 affirmations, puis ils mettent ça avec un code couleur. Si t'en as plus de 4 qui sont dans le jaune, alors t'as des symptômes du TDAH de l'adulte, ça peut être intéressant de te poser la question. Je regarde le truc, et puis sur les 18 affirmations, moi j'en avais 15. Donc c'était quand même beaucoup. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'étais déjà suivie par un neuropsychologue, et je savais, pour avoir déjà parlé un peu de neuroatypie avec lui, que c'était notamment quelque chose que lui, il traitait. Parce qu'il y a beaucoup de neuroatypies où il y a les TCC, thérapies cognitivo-comportementales, qui fonctionnent bien. Et du coup, on avait déjà pu parler un peu de TDAH, mais plus, pas spécifiquement pour moi, plus de manière générale. Donc à ce moment-là, je lui envoie un petit message et je dis est-ce qu'on peut parler TDAH? On a fait le questionnaire semi-dirigé complet ensemble, questionnaire d'entourage, puis on a décidé, vu ce qui ressortait et vu à quel point potentiellement ça m'impactait, de faire tous les tests. Donc ça a été long, c'est des heures de tests, mais c'est arrivé à la conclusion que c'était concordant avec un TDAH. Ensuite, après ça, moi j'ai voulu aller au bout du processus, donc j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un psychiatre à qui j'ai transmis le dossier, et puis en parallèle, on a continué d'échanger pour voir si c'était bien TDAH ou pas un autre trouble. Alors, s'il n'y avait pas d'autres troubles aussi, parce que les neuroatypies viennent souvent avec des petits copains. Donc moi, on a identifié que je suis vraiment un pur produit TDAH, je n'ai pas d'autres... Alors j'ai il y a aussi le HPI, parfois, qui est considéré comme une neuroatypie. Avec le TDAH, souvent, on a ce qu'on appelle un QI hétérogène, parce que typiquement la mémoire de travail elle fonctionne un petit peu moins bien que le TDAH. Je vois bien, ouais. Donc on a la courbe du QI, elle ressemble pas à ça, mais plutôt à ça, quoi. Je vois bien. Donc en tout cas pas d'autres troubles, mais par contre TDAH complètement confirmé. Et ce qui était tellement intéressant d'en discuter avec le psychiatre, c'est qu'il m'expliquait qu'il y avait 3 grandes catégories de personnes qui ont tendance à se faire diagnostiquer. Il y a les enfants, ça fait quand même très longtemps que le trouble il est reconnu chez les enfants, pendant très longtemps chez les petits garçons, parce que, pas croire, mais la science elle est très sexiste, forcément parce qu'elle est dans un monde sexiste, donc ça fait pas très longtemps que la science s'intéresse aux femmes, ça fait même depuis 1993 que les femmes ont commencé à être incluses dans les études, parce qu'avant elles étaient chiantes avec leur cycle et leurs hormones, là. En gros c'était ça, excuse. Des feignasses. Avant c'était des feignasses.
voulait pas Mais il d'être y a, trop ouais, mais il y a aussi par rapport, je pense, au TDAH et aux filles, toutes ces injonctions et toutes ces loyautés et tout ce qu'on a entendu de la exact. petite fille sage et docile et toutes ces compensations que les petites filles ont dû avoir. Tandis qu'un garçon TDAH dans le temps, bah, oh, c'est un garçon, il est vivant. Mais une petite fille qui est pelante, qui ennuie tout le monde, non, ça dérangeait. Exactement. Et en plus de ça, maintenant qu'on commence à s'intéresser au TDAH chez les femmes et chez les petites filles, en fait, on se rend compte que donc il y a 3 types de TDAH. Il y a le TDAH à prédominance inattentive, le TDAH à prédominance hyperactive et impulsive, et le TDAH mixte, qui a les deux. Et chez le TDAH inattentif, du coup, il y a pas forcément cette parce que quand on imagine typiquement un enfant TDAH, c'est il est insupportable en cours, il arrive pas, il gigote tout le temps, il prend la parole sans qu'on lui donne, ou des choses comme ça. Si c'est un TDAH inattentif, c'est plutôt très dans la lune, qui part dans ses pensées, qui par ailleurs alors qu'on est en train de lui parler, ce genre de choses-là. Et ça, on sait aujourd'hui que le TDAH inattentif, il est surreprésenté chez les femmes. Donc, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont ce TDAH-là. Et il est sous-diagnostiqué aussi chez les femmes. Actuellement, je crois que la moyenne d'âge de diagnostic pour les garçons chez le TDAH, elle est autour de 7-8 ans, un truc comme ça. En dessous de 10 ans, certains. Chez les femmes, elle est à 37 ans, je crois. Donc, il y a 30 ans de décalage d'un point de vue diagnostique actuellement entre les hommes et les femmes. Parce qu'effectivement, comme on conditionne les femmes à être petites, sages, discrètes, pas trop se montrer, etc., si t'es un peu inattentif, ça passe complètement inaperçu. Du coup, le TDAH passe inaperçu. Et donc, tiens, pour ces 3 catégories de personnes, il y a les enfants, il y a les parents d'enfants diagnostiqués, qui du coup se rendent compte que, oula, mais attends, tout ce qu'il a là, moi je l'ai aussi. Donc souvent, c'est en train de la... Et puis en plus, le TDAH, ça fait partie des troubles qui sont très souvent héréditaires. Quand il y en a un dans la famille, quasiment, je crois qu'il y a 87% de chances que quelqu'un d'autre en ait un. Donc c'est énorme. Fort, la probabilité, Énormissime. Et la 3e catégorie actuelle que mon psychiatre me disait, c'est les trentenaires. Qui... Pourquoi ? Parce de plus en plus maintenant, ça se démocratise la thérapie. Et du coup, les trentenaires étant plus, en tout cas à partir de, je pense, peut-être 40 ans, etc., et les générations en dessous, c'est beaucoup plus démocratisé d'aller voir un thérapeute, de se poser des questions, etc. Et du coup, ça permet aussi des diagnostics de troubles tardifs, mais présents quand même. Donc moi, je rentre dans cette catégorie. Et effectivement, notamment, un autre fait que j'avais trouvé trop intéressant, c'est que, idem, il y a un peu une surreprésentation du trouble du TDAH chez les entrepreneurs. Quand on regarde dans les entrepreneurs qui ont moins de 45 ans, je crois, il y a plus de 44% des entrepreneurs de moins de 45 ans qui présentent des signes de trouble de TDAH. Ce qui est hyper cohérent quand on connaît un peu les caractéristiques de ce trouble. C'est ça. Ils osent plus, il y a plus d'audace Et puis, il y a plus de liberté d'organisation. Ouais, tout à fait. Et puis, la façon de passer à l'action quand on est TDAH versus quand on est neurotypique, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Et du coup, l'entrepreneuriat favorise vachement le fait de passer à l'action quand on est neuroatypique TDAH, parce que c'est beaucoup la pression, l'adrénaline, la nouveauté, les passions, la curiosité qui vont permettre de passer à l'action. On dit qu'on a un passage à l'action qui est, alors en anglais, interest-based, donc basé sur l'intérêt, beaucoup plus, soit sur l'intérêt, soit sur l'adrénaline, la pression, etc. Ça, comment dire que l'entrepreneuriat, souvent, c'est beaucoup de ça, quand même. C'est on crée des activités dans des domaines qui nous intéressent. Et puis, il y a du stress tout le temps, en fait, quand on est entrepreneur. Donc, un très beau foyer pour le TDAH. Et ouais, donc, je vois beaucoup en ce moment, typiquement, d'entrepreneurs trentenaires qui se font diagnostiquer. Et c'est pas du tout un hasard. Et quel est le lien, alors, avec le système nerveux? Moi, je me suis aussi posé la question. Alors, c'est encore autre chose, peut-être, mais TDAH ou trauma? Parce que les symptômes d'un système nerveux dérégulé, finalement, ressemblent très fort à ceux du TDAH, je trouve.
Alors là, je mets un tout petit warning parce que c'est pas mon champ de compétences. Donc, en cas de doute, aller chercher des informations solides auprès des bons professionnels. Donc là, notamment, ça va être des neuropsychologues, des psychiatres, etc. Néanmoins, de ce que j'ai pu apprendre, observer, donc des informations transmises par des psychiatres et des neuropsychologues, il y a effectivement beaucoup de similitudes entre les symptômes du trauma complexe et les symptômes de certaines neuroatypies, dont le TDAH. Ce qui rend notamment complexe le parcours de diagnostic. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on y passe des heures et que typiquement, moi j'ai dû aller faire des questionnaires à mes parents, à des proches, à des personnes qui m'ont connue quand j'étais enfant, donc ma meilleure amie d'enfance, parce qu'il y a besoin de savoir, est-ce que enfant j'étais déjà comme ça? Ah ouais. Parce que le TDAH, comme c'est un trouble neurodéveloppemental, on est avec. Notre cerveau se développe pas de la même manière. Si c'est du trauma complexe, potentiellement c'est d'un point de vue timeline, à partir du moment, au moment du trauma. Alors le trauma peut avoir lieu quand on est enfant et peut avoir lieu après. Et du coup, effectivement, il peut y avoir des symptômes très similaires. Et à côté de ça, il y a aussi, alors là encore une fois, la science elle a pas convergé là-dessus, donc tout est très clinique encore là-dedans. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour diagnostiquer le TDAH, on sait qu'il existe, on a de l'imagerie médicale qui le montre, que c'est des cerveaux qui fonctionnent différemment, etc. Par contre, le parcours de diagnostic actuellement, l'objectif, c'est par rapport à une liste de symptômes qu'on sait qui peuvent être présents chez une personne TDAH, on regarde s'il y en a suffisamment dans la liste. Et on essaie de regarder le plus objectivement possible. Donc c'est pour ça que c'est une démarche clinique. C'est pas une prise de sang qui permet de dire le résultat sanguin fait que. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Je crois que c'était un des psychiatres que j'ai vu qui me disait que il y avait un test sanguin qui était en train d'être développé. Il me semble pour le trouble borderline ou bipolaire, peut-être bien bipolaire, mais que par contre le test sanguin coûtait actuellement 9 000 €. Donc ça se développe petit à petit. On n'est pas encore au stade où c'est accessible. Mais il y a des choses quand même qui se développent. En tout cas, à l'heure actuelle, on reste dans du clinique. Et du coup, de ce qu'on a pu observer, de ce qu'on sait, même si ça n'a pas encore convergé, on observe très souvent que les neuroatypiques ont tendance à faire preuve de certaines hypersensibilités. Là encore, il y en a plusieurs des hypersensibilités. Ça peut concerner que certains sens, ça peut aussi concerner la manière dont les informations sont traitées, donc le système nerveux. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans quasiment tous les témoignages de TDAH. Très souvent quand même dans le diagnostic clinique, il y a ce fait que les pensées vont très vite, le cerveau va très vite, il l'analyse très vite, etc. Ça montre une vitesse de traitement de l'information. Ce qui est vrai pour le cerveau est vrai pour le système nerveux central et donc pour le système nerveux. Donc il y a souvent une hypersensibilité. C'est des personnes qui vont aussi être, m'ont compris, plus facilement surchargées d'informations. Du coup, comme il y a beaucoup d'informations qui pressent très vite, rester 1 heure dans un bar bruyant pour un neuroatypique versus pour un neurotypique, c'est pas le même effet sur son corps. Et du coup, comme c'est pas le même effet, c'est pas les mêmes conséquences non plus. Parce qu'encore une fois, on a vu, quand le système nerveux il est trop chargé, ça peut emmener dans des états de stress qui fait qu'on n'arrive plus bien à gérer et où ça peut amener à de la surcharge. Il y a des tas de stratégies d'adaptation que les neuroatypiques mettent en place, je me dissocie pendant 5 minutes, le temps ou alors je vais dans les toilettes, là où il y a un peu moins de bruit, je prends le temps de respirer, etc. Tout ça, Tout ça, c'est de l'adaptation. C'est je sens que là, ça va pas, je vais aller dans les toilettes, puis tant pis, ils s'imaginent ce qu'ils veulent, mais je vais respirer 10 minutes là-bas et on n'en parle plus, ou je vais dehors. Je vais dehors respirer, prendre l'air, je vais rejoindre ceux qui fument, par exemple, même si bon, c'est pas magique, mais au moins ça permet d'avoir un peu moins de bruit, un peu moins de... Voilà. Oui, d'où l'importance, quand on est diagnostiqué TDAH, ou TDA, une des 3 formes, c'est d'encore plus réguler son système nerveux, parce que ce système nerveux-là est beaucoup plus stimulé qu'une personne sans neuroatypie, alors. Ah ouais, pour moi c'est... De toute façon, ça a tellement changé ma vie et je l'ai vu changer la vie tellement de mes coachés que comprendre ces mécanismes
et faire vraiment équipe avec son corps, c'est, je pense, parmi ce qu'il y a de plus transformant dans la vie. Puis en plus quelque de chose ça, qu'on nous a pas appris, hein. quelque chose qu'on ne transmet pas trop, exactement. Sauf un peu plus aux petits garçons quand même. Mais encore que eux aussi, ils ont leur lot de conditionnement pas magique, hein. Oui, par rapport aux émotions. Eh ouais, on leur apprend pas à gérer les émotions non plus, même si on tolère plus qu'ils aient certaines émotions, pas toutes. On tolère plus qu'ils aient certaines émotions publiquement. On leur apprend pas à les gérer correctement. On leur apprend pas on leur apprend pas non plus la maturité émotionnelle. Enfin, il y a plein de choses où vraiment les garçons, de toute façon, le système patriarcal fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes. Même si les hommes sont plus privilégiés, ils en bénéficient plus, il n'empêche qu'ils en souffrent aussi. Oui, Donc, tout à fait. Et avant que j'oublie, je voulais rajouter un point sur le TDAH aussi et le système nerveux, pour illustrer aussi le genre d'implication que ça peut avoir. Donc il y a tout le système nerveux hypersensible, etc. Mais il y a aussi à l'origine le TDAH, c'est un dysfonctionnement du système dopaminergique, donc du système de la dopamine, qui fonctionne pas pareil, pas tout à fait bien. Et c'est ça qui fait que ça crée toute cette inattention, cette difficulté à passer à l'action. Donc on parle de paralysie fonctionnelle où littéralement le cerveau, comme la dopamine ne fonctionne pas bien, le cerveau n'accepte pas l'effort parce qu'il se dit mais si je fais d'efforts et que j'ai pas de dopamine derrière, ça vaut pas le coup. C'est un peu ça, si je schématise. Et c'est pour ça que c'est vachement drivé par la curiosité, l'intérêt, la passion et l'adrénaline. C'est un peu les moyens contournés que le cerveau TDAH trouve pour faire des choses. Du fait que la dopamine elle fonctionne pas très bien, ça crée aussi des dérives où le TDAH il va avoir tendance à chercher de la dopamine par tous les moyens. Et par exemple, on observe qu'il y a un risque, un pourcentage énorme de risque d'addiction chez les profils TDAH. Parce que tout ce qui va être sucre, alcool, cigarettes et autres substances plus ou moins légales, téléphone, hein, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui permet au cerveau d'avoir de la dopamine, le cerveau TDAH il a tendance à aller la chercher de manière extérieure, pas toujours saine. Et là, du coup, encore une fois, comprendre ces mécanismes, comprendre ce système nerveux, comprendre comment déclencher de la dopamine chez soi de manière saine, et ben, ça permet d'accompagner le fonctionnement de son cerveau qui est différent. Oui, t'expliquais même tantôt, et j'ai pensé justement aux addictions. Tu expliquais que de réguler son système nerveux, ça empêchait aussi d'être impulsif, et donc d'aller chercher cette récompense, même pour les personnes non TDAH, finalement. Si on les régulait, on va moins être impulsif à chercher une solution d'échappatoire, d'achat compulsif, d'alcool, de nourriture, etc. Mais plus ça s'apaiser et être moins dans... Il y a plein de situations où, si je prends l'exemple avec la nourriture, parce qu'il est facile et fréquent, plein de situations où on se met à avoir faim et à vouloir manger un truc, mais en plus pas de la salade verte, quoi. On veut manger le gâteau ou la chips, quoi. Parce que notre corps, justement, est stressé et il cherche de l'apaisement. Et l'apaisement, ça passe par les sens, et notamment aussi les papilles, etc. Et les industriels maîtrisent parfaitement bien la recette du trop sucré, trop salé, trop gras, qui rend nos cerveaux complètement addicts, qui fait le petit shot de dopamine et qui du coup amène l'apaisement. Mais au final, ça l'amène au même titre que marcher 15 minutes au soleil dehors dans la nature. Sauf que ça demande d'aller marcher 15 minutes. C'est ça. Alors que ouvrir le gâteau et le manger, en 10 secondes, c'est fait. Mais effectivement, ça arrive régulièrement que on se tourne vers ce genre donc de l'achat compulsif, faire un panier sur etc. La nourriture et dans les cas plus graves l'alcool, cigarette, etc. Parce que notre corps envoie le signal que là il a besoin d'apaisement et du coup pour trouver de l'apaisement il va vers ce qu'il connaît amène de l'apaisement parce qu'il est prédictif. C'est pour ça que c'est difficile au début de mettre en place des bonnes habitudes parce que souvent elles nécessitent de passer par une phase d'apprentissage par de l'effort
Ouais. Alors que les mauvaises habitudes, elles sont instantanément récompensatrices. Ouais. Elles donnent la récompense instantanément. Oui. Oui. Du coup, c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais Ouais. sur le long terme, c'est meilleur pour la santé, bien évidemment. Ouais, C'est c'est meilleur pour ça. nous. Et puis, ouais, Mhm. pour plein de raisons, c'est mieux. Mais il y a plein de moments où, c'est pour ça, moi, j'invite énormément à la déculpabilisation, mais aussi à la prise de responsabilité. C'est-à-dire que comprendre jusque-là, peut-être, comme on connaissait pas tout ça, on savait pas faire mieux, c'est ultra déculpabilisant. Par contre, c'est notre responsabilité d'apprendre à faire différemment. Mhm. Ouais, et ça me fait penser, quand tu parlais aussi des mamans et de la maternité et de l'importance d'être régulée et d'apprendre à être régulée. C'est vrai que moi, avant, je me disais, mais il faut absolument que je sois régulée tout le temps. Je pense, oui, que c'est important de savoir et de le rappeler que c'est normal d'être dérégulé et c'est juste d'arriver à balancer ce moment-là et à être moins longtemps dans la dérégulation. Donc aussi être un peu indulgent avec soi dans cet apprentissage finalement de la régulation. Il faut de l'effort et aussi apprendre à le faire au quotidien Et avec c'est de l'indulgence. Et puis c'est une excellente chose à montrer à ses enfants comment on se régule. Donc au final, être trigger, c'est pas du tout un problème parce que c'est Oui, c'est ça. l'occasion de leur montrer comment se réguler. Donc d'être en colère devant ses enfants en soi, c'est pas grave. C'est l'opportunité de leur montrer comment on gère la colère de manière saine et comment on revient dans un état plus sain. C'est ça. Et je trouve qu'on vit à une époque formidable, notamment pour ça, parce que sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a des créateurs de contenu dans la parentalité qui montrent ultra bien ça. Qu'est-ce que eux, ils ont mis en place pour transmettre ça à leurs enfants, etc. Avec des choses que, avant, en fait, ça dépendait de personnellement avoir l'idée pour pouvoir le faire, alors que maintenant, l'accès à l'éducation, il est fou. Il est fou. Ouais, c'est génial. Exactement. Et du coup, de ce fait-là, moi, j'invite, au même titre que, à titre personnel, il faudra pas se blâmer d'être trigger parce que le but, c'est pas de ne plus jamais l'être. La vie, c'est des moments désagréables, des moments agréables. C'est savoir naviguer dans ce... Exactement. C'est développer la compétence puis la confiance en le fait qu'on saura se réguler si on est dérégulé, si on est trigger, si on est déclenché par un événement, sachant qu'il y a plein de nouvelles où c'est normal d'être déclenché et on ne cherche pas à changer ça. Si j'apprends que un ami est très malade, j'espère bien que ça va me rendre triste. Je ne souhaite pas être tout le temps neutre et c'est ça. C'est aussi ce qui contribue à notre richesse humaine. Et au même titre que pour nous personnellement c'est important de réintégrer ça, c'est important de comprendre que c'est aussi l'exemple qu'on souhaite donner à nos enfants, que le corps, les émotions, ça se navigue, c'est ok, parfois c'est trop pour nous, et qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive, ce sera bien plus sain que de chercher à être le parent parfait qui est jamais déclenché. Ou la personne parfaite. Bonjour la pression, et puis ça donne un conditionnement de perfection qui est quand même lourd à porter à l'enfant derrière. Merci Floriane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai déjà beaucoup parlé. C'était très intéressant. Si je veux donner un dernier mot de la fin, je pense que pour quelqu'un qui découvre tout ça, peut-être ce qui aidera le plus à démarrer ce chemin de régulation, c'est de se souvenir justement de comment on était enfant, comment on faisait. Parce que même en ayant grandi avec un parent dérégulé, il y a des tas de réflexes de régulation qu'on a enfant. Si jamais on se souvient pas d'observer les enfants actuellement, comment est-ce qu'ils se régulent, parce que souvent, ils n'ont pas encore tous ces conditionnements sociaux qui nous disent que balancer les bras comme ça, c'est pas correct. Alors que balancer les bras, tous les mouvements de balancier sont régulants. Que ce soit les bras sur le côté, sautiller sur place, croiser ses mains et alterner gauche-droite avec les mains croisées. La marche, ça régule parce que c'est gauche-droite, gauche-droite. Ah oui, et qu'il y a un balancier, effectivement. Ouais. Exactement. Ouais. Tout ce qui est balancier, c'est régulant. Toucher de l'herbe, typiquement, moi j'imagine bien les enfants qui à la fin de l'école rentrent et sont juste allongés dans l'herbe et touchent l'herbe et ça. En fait, on a beaucoup de choses à apprendre comme ça pour les enfants. Et tout le but de la régulation, au final, c'est pas
de devenir un professionnel de la régulation, ni même de la contrôler, mais juste de revenir dans cet état normal de coexistence avec son corps où on le laisse faire quand il a besoin de se réguler parce qu'il sait très bien faire. Et si jamais nous, en plus, on veut se challenger et atteindre les objectifs, on le soutient encore plus dans cette démarche-là. Mais observer les enfants. On l'écoute. Ouais, c'est ça. Et on l'écoute parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des mouvements que mon corps me demandait de faire et je me disais mais je vais pas faire ça. Je vais pas aller faire ça ou me coucher dans l'herbe typiquement. Mon cerveau m'a dit allez vas-y, mais moi je me suis dit non. C'est vraiment important de laisser faire et de l'écouter et de suivre cette impulsion ce message qu'il nous donne parce qu'effectivement il sait. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant, dans tous mes accompagnements, j'inclus... en fait, je ne transmets plus maintenant sur le système nerveux sans accompagnement, parce qu'en fait, tu vois, t'as exactement bien résumé. Souvent, le problème, c'est pas que les personnes, elles savent pas se réguler, c'est que elles ont des surcouches de conditionnement qui leur disent que c'est pas bien de faire ça parce que X, Y, Z. Ah bah non, on va pas laisser allonger dans l'herbe. Là, attends, une adulte comme ça, je suis plus une enfant. Mais pourquoi? Et du coup, d'aller déconditionner ces conditionnements-là en coaching, bah, ça redonne aussi de la place pour que le corps puisse s'exprimer sans qu'on l'empêche de le faire. Mais oui, c'est une histoire de recréer du lien et du contact et de la confiance dans son corps pour le laisser nous dire ce dont il a besoin, parce qu'il sait très bien nous dire ce dont il a besoin. Ouais, et surtout le faire, renouer confiance avec soi-même, parce que on s'est trahi très longtemps. Ouais, tout à fait. Et observer les enfants. Et de nos plus grands sages. Merci beaucoup Floriane, c'était super intéressant. Un grand merci à toi pour l'invitation et pour l'écoute. C'était un plaisir de partager sur ces sujets qui me passionnent tellement. Et voilà pour cet échange avec Floriane. Si tu te reconnais dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, cette sensation d'être bloqué, en surcharge, ou de ne pas réussir à passer à l'action malgré tout ce que tu sais déjà, sache que ce n'est pas un manque de volonté. Il y a des choses plus profondes qui se jouent dans le système nerveux, dans le corps et dans les loyautés. Floriane propose un accompagnement qui s'appelle Expansion Sûre, un accompagnement individuel de 9 semaines où tu viens travailler sur un sujet précis avec des micro-expositions adaptées à ton système nerveux pour avancer en sécurité sans te brusquer. À chaque étape, tu vas avec elle libérer les croyances, les pensées, les loyautés qui se présentent pour te permettre d'avancer de manière plus alignée. Si tu veux déjà faire un premier pas, tu peux faire son quiz en 3 minutes ou réserver un audit gratuit avec elle. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as le code Deep Bloom. Je te laisse avec tout ça et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.